Comment elle s'est terminée, la guerre civile? Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu, les Mao? Alors, la guerre civile, c'est un exemple, je pense, je ne suis pas très compétent quand même, mais c'est un exemple très rare, peut-être exceptionnel. Mao, ça a été la longue marche. Mais la longue marche, elle a débouché sur une victoire. C'est-à-dire, il a contourné les villes, il les a laissées à Chiang Kai-shek, c'était l'opposant, le général de l'autre bord, et les villes se sont rendues parce qu'il les avait encerclées, etc. Et le problème de mes copains maoïstes népalais, c'est que, en fait, ils ont gagné la guerre, c'est-à-dire, ils occupaient 95% du territoire, sauf Katmandou, sauf Pokhara, sauf quelques villes. Mais ces villes ne se sont pas rendues parce que elles étaient imprenables sur le plan militaire. Et les Mao étaient autour, mais ils n'ont pas pu. Alors, ils ont gagné la guerre de fait, géographiquement, etc. Mais ils ne l'ont pas gagné à 100%. D'où le problème, d'où les négociations qu'il y a eu entre les Mao et le gouvernement du roi. Les Mao, d'ailleurs, il faut le noter, dès le début étaient partisans d'une trêve et c'étaient les seuls à être d'accord pour que l'ONU intervienne. Le Nepali Congress était contre, l'ULM était douteux. Il n'y a que les Mao qui ont dit « nous on veut l'ONU ». Donc dès qu'il y a eu la possibilité de discuter, ils ont arrêté les combats. J'ai oublié de dire, ce qui est très important, c'est que, et là l'Occident n'en sort pas bien reluisant, c'est que l'Amérique, l'Inde, l'Angleterre, l'Australie, Israël et même la Chine ont financé et équipé les forces, l'armée du roi, la Royal Nepal Army. Et les Mao ont été tout seuls, ils n'ont même pas touché un centime de la Chine. La Chine a envoyé vers la fin des combats plusieurs camions d'armes à l'armée du roi. Ça, ça choque comment dire, un type de gauche français, quoi, que ces types restent tout seuls. Ça, je le dis là-dedans, quoi. Je dis beaucoup de choses. La chute de la monarchie, elle est liée à la guerre civile ou oui, il n'y a pas de lien? Si, il y a un lien. Alors, la guerre civile se poursuit, 1996-2006. 2006, il y a une trêve. Le roi ne veut pas capituler. Le roi pense qu'il va pouvoir rester monarque absolu et les choses traînent. Et s'enclenche, au moment de la trêve, une révolution à Katmandou. Notre révolution de 89 s'est faite à Paris. Hein. La journée des tuiles à Grenoble, c'est pas grand-chose. Et donc, il y a dans les rues de Katmandou un rassemblement colossal parce qu'il y a bien sûr les maoïstes, mais il y a aussi les communistes, Union marxiste-léniniste, et il y a aussi les Nepali Congress qui veulent le pouvoir sans le roi. Donc tout le monde est là contre la monarchie. Et ils entourent le palais royal. Et à un moment, le chef militaire ou, je ne sais pas, le chef de la police dit au roi, « Monsieur le roi, faites quelque chose, on n'assure plus votre sécurité. » Et le roi, il a dit, « Je démissionne. » Donc ça a été le début de nouvelles pourparlers, un gouvernement provisoire, etc. Actuellement, la situation politique au Népal, on en est où au Népal? Actuellement, il y avait le but, il y a eu un gouvernement provisoire qui était chargé, il y a eu plusieurs gouvernements provisoires qui étaient chargés d'établir la constitution définitive. Quel sera le mode de scrutin, quel sera le type de gouvernement présidentiel comme nous, ou parlementaire, etc., etc. Et les parlementaires étaient chargés de rédiger la constitution. Mais cette rédaction était bloquée par ce qu'on a appelé le peace process, c'est-à-dire que l'ONU avait dit aux maoïstes et à l'armée du roi, vous ne pouvez pas rester séparés, il faut fusionner. Et les spécialistes de l'ONU avaient dit, il y a à peu près 150 000, non, il y a 15 000 combattants maoïstes qui peuvent rentrer dans l'armée du roi, ils sont qualifiés. Mais discussion
des maoïstes avec l'opposition, les communistes UML et le Nepali Congress, et ce chiffre a été ramené à 6005. Et là, les Mao, ils ont baissé culotte, ont-ils eu le raison ou tort, je ne suis pas qualifié, et le peace process est terminé, il y a 6500 militaires Mao dans l'armée népalaise. Elle va sûrement se réorganiser, mais le peace process est terminé. Donc maintenant, est en cours le processus de rédaction de la Constitution, et là, ça achoppe parce que il y a le problème du fédéralisme. Il y a Jimmy Carter qui est venu un jour, qui a dit au chef du Nepali Congress, il faut créer un fédéralisme. Bon, ça paraît bizarre pour des révolutionnaires, mais les Mao ont accepté, pour des raisons stratégiques. Ça leur permettait d'isoler les Baoun dans les campagnes, et à Katmandou, de les étouffer par les Niwa. Mais ils ont accepté, et maintenant, ça se passe mal parce que eux, ils veulent tant de fédérations et tel type de fédération, et l'opposition, le centre UML et la droite Nepali Congress est contre. Or, le délai ultime, c'est fin mai. Alors, après fin mai, les donneurs, s'ils n'arrêteront plus, s'ils arrêtent de donner, il n'y a plus de Népal. Il n'y a plus de Népal indépendant. Voilà où on en est. Donc, c'est crucial. On ne sait pas. Peut-être qu'il va y avoir des grèves très dures. Mais par contre, ce livre, il est sorti... tu sais, un livre, c'est toujours dur à sortir. Oh, ce livre, il est sorti, dis donc. Ah là là, je me suis mis au boulot. Un an après, il était fini. Tu as eu des réactions depuis ce livre? Tu as eu des réactions depuis la sortie du livre? Ah, oui, et depuis que tu as affiché tes amitiés maoïstes? Oui. Tu es devenu l'expat français maoïste? En tout cas, je suis le seul que je connaisse qui affirme mes opinions. Alors, ça se traduit par des choses marrantes. 99% des Français, ils s'en foutent. Hein. Ils viennent au Népal pour marcher, pour se balader, pour acheter des babioles. Donc le problème politique, ça ne les intéresse pas. Il y a quelques guignols qui font semblant de s'y intéresser. Les trois quarts sont nuls. Mais le fait d'être engagé, d'abord, ça m'apporte des amitiés népalaises profondes. Parce que les Mao, quand ils voient arriver un occidental qui se déclare être avec eux, ça les remue un peu quand même, les types. Bon, par ailleurs, quand je vois, par exemple, dans la famille Sherpa, bon, tout le monde sait que je suis pro-maoïste ici, et je vois des cousins in-law, hein, des oncles in-law, de ma belle famille, qui me considèrent un peu comme si j'avais attrapé une maladie grave. Hein. Mais il était sympa, si, avant, et tout d'un coup, voilà, oh, c'est grave, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça me place, c'était des situations intéressantes au point de vue humain. C'est bon ça? C'est parfait. J'en suis pas sûr. Ah, la couverture, tiens. Non mais vas-y. Ah, c'est le Népal, c'est-à-dire le grand Himalaya, les grands sommets de l'Himalaya et les collines dans lesquelles se sont passés les combats, les rizières jaunes, les parades classiques. Le kukri, au début, mes copains n'avaient que des kukris, des bâtons, ils sont même battus avec des bâtons. Ils attaquaient les postes de police à 50 contre 10. Et puis après, ils étaient armés d'armes automatiques, avec le sang qui a coulé. Il y a quand même eu, on ne sait pas exactement, hein, mais il y a eu plus de 10 000 morts quand même. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est les Mao qui ont eu le plus de morts. Dans le rapport, en supposant qu'il y ait eu 12 000 morts, dans le rapport, je crois, de 8 000 morts Mao à 4 000 ou 6 000 morts, 4 à 6 000 morts, police et forces de l'ordre. Mais enfin, je suis assez fier. En général, en vieillissant, on va à droite. On est à gauche, et puis on va à droite. Et moi, je suis fils d'enseignant, à 14 ans, je chantais l'Internationale. D'ailleurs, je ne sais même plus la chanter. Et puis après, toute ma vie, je me suis désintéressé de la politique. Et là, tout d'un coup, vers 74 ans, me voilà dans l'extrême gauche. Il y a peut-être un problème psychologique, quoi. Il faudrait que j'aille voir un pro de la psycho pour qu'il me dise si c'est grave ou non.
d'ici que non, je me promènerai peut-être dans les rues, le poing levé, à 90 ans.